Alors pour évoquer ce message du président français en direction de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, sur le dossier du Sahara, j'ai le plaisir d'inviter le professeur Abdelatif Koma, doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca. Bonjour, bienvenue à vous professeur. Bonjour et merci pour l'invitation. Avec plaisir. Quelle lecture faites-vous de ce message du président français sur le Sahara à l'endroit de Sa Majesté, le roi Mohamed VI? En fait, il s'agit d'une décision très profonde, aussi bien au niveau symbolique qu'au niveau en fait, de son contenu, parce que pratiquement il fait le tour de toutes les dimensions en relation avec la question du Sahara marocain. Lorsque j'évoque la symbolique, il faut rappeler que la France avec l'Espagne, ce sont des pays qui étaient présents au Maroc pendant des décennies et connaissent très bien en fait le fond du dossier sur l'aspect juridique, sur l'aspect historique. Lorsque aujourd'hui la France, qui en fait s'allie à l'Espagne, pour reconnaître la marocanité du Sahara, c'est très profond parce qu'il émane d'un pays qui a le fond du dossier, qui connaît très bien la légitimité de la position du Maroc. Et bien sûr, ça, c'est une sorte de crédibilité. Ça va donner un autre poids, justement, à la position marocaine, aussi bien dans les relations bilatérales, mais également au niveau international. Et d'ailleurs, ça a été déclaré au niveau du message. La France, il fait, en fait, ce geste pas seulement à titre national, mais également, il va le faire prévaloir au niveau des enceintes internationales. Et ça, c'est très, très important. C'est très important, en effet. Le professeur Zakaria Abou Dahab, professeur de relations internationales à l'université Mohamed V de Rabat, est également avec nous dans ce journal. Bonjour, professeur. Bonjour, Madame Nadia. Bonjour, Sekoumat. Alors, dans ce message, le chef de l'Élysée cite l'intangibilité de la position française qui entend agir, on le disait avec professeur Komat, en cohérence non seulement sur le plan national, mais sur le plan international. La terminologie sur le fond, sur un dossier aussi stratégique est très important sur le dossier du Sahara, professeur Zakaria Abou Dahab. Tout à fait. Il y a quelque temps déjà, monsieur séjourné à l'occasion de la visite qu'il a effectuée au Maroc, avait rappelé d'ailleurs, sur instruction de monsieur Macron, que la question du Sahara marocain est une question qui est existentielle pour le Maroc. Et là, on savait que progressivement, ça allait comme un processus aboutir à un résultat tel que celui d'hier, dans le cadre d'un message adressé à l'occasion du 25e anniversaire de l'intronisation de Sa Majesté le Roi. Cela est extrêmement important. Venant d'un pays qui constitue une puissance européenne, mais également membre permanent au niveau du Conseil de sécurité, ça a du poids, et comme l'avait dit Sir Abdelatif, effectivement, c'est une ancienne puissance coloniale. La France possède beaucoup d'archives, et elle sait très bien qu'en réalité, le Maroc a été dépecé, donc ça a été aussi rappelé par le roi Hassan II quand il avait dit que le Maroc avait subi plusieurs colonialismes. Bref, le plus important aujourd'hui, c'est en termes de cohérence, vous l'avez si bien dit, Madame Nadia, l'action française désormais va être inscrite dans ce paradigme de la marocanité du Sahara. Donc, ses positions au niveau du Conseil de sécurité. Il faut déjà anticiper la prochaine résolution du Conseil de sécurité sur le Sahara marocain en octobre 2024. Pour anticiper des positions françaises au sein même de l'Union européenne, à travers toutes les institutions, y compris le Parlement européen. C'est important. Et donc, ce sera un déterminant fondamental, un poteau indicateur. Ça va donner des résultats également opérationnels sur le terrain, parce qu'il faudra par la suite, après, fructifier une telle reconnaissance qui se conjugue à celle d'autres comme les États-Unis, l'Espagne et j'en passe. Cela est extrêmement important. Et donc, aujourd'hui, au final, on peut dire que la position exprimée hier par le président Macron à l'occasion de son message adressé à Sa Majesté le Roi est la résultante d'une réflexion approfondie sur le conflit artificiel et que donc maintenant le paradigme du plan marocain d'autonomie est consacré sur le plan international. La résultante d'une réflexion approfondie sur un dossier qui est névralgique pour le Maroc. Dans son message, le chef de l'Élysée cite ce consensus international qui est de plus en plus large et dans lequel s'inscrit désormais la France et
le président français dit que la France prend part à ce consensus international à travers le soutien de son pays aux efforts du secrétaire général des Nations Unies et de son envoyé personnel. La France s'engage aux côtés du Maroc sur ce dossier. En fait, la position de la France dépasse le cadre bilatéral. Il s'inscrit dans une dimension internationale et multilatérale. La France, il ne prend pas position seulement par rapport à elle-même comme pays, comme État, mais elle s'engage à agir au niveau de l'enceinte internationale, qu'il soit au niveau des organisations internationales. Donc il a évoqué bien sûr les Nations Unies, parce que la France, il faut le rappeler, est membre permanent du Conseil de sécurité. La France également est un membre fondateur de l'Union européenne et une des puissances sur le plan politique et économique. Et donc certainement, cette position va avoir un aura au niveau international, parce que tout d'abord, bien sûr, il y a la position de la France comme un pays qui est respecté politiquement et économiquement sur la scène internationale, mais également c'est un pays qui connaît très bien le dossier. Et donc certainement, ça va amener d'autres pays à aller vers cette voie. Mais c'est la tendance aujourd'hui, ça a été déclaré au niveau du message, c'est que c'est une tendance qui aujourd'hui donne de plus en plus raison à la position du Maroc. Aujourd'hui, on voit pratiquement la France, l'Afrique dans son intégralité, les pays arabes, bien sûr, l'Europe, une grande partie. On a vu la position des États-Unis. On a vu également au niveau de l'Amérique latine, où il y avait relativement une certaine résistance. Aujourd'hui, il y a un très grand nombre de pays de l'Amérique latine qui reconnaissent la marocanité du Sahara. Donc aujourd'hui, c'est une tendance qui est là, mais il devrait être confirmé. Bon, tout d'abord, bien sûr, il y a les puissances qui ont une influence, mais également il y a la diplomatie royale. Il faut le rappeler, c'est le résultat d'une diplomatie très ancrée, très persévérante, et qui est en fait basée sur des fondements historiques, sur des fondements ancré justement dans la manière avec laquelle le Maroc, depuis des décennies et des siècles, gère sa diplomatie. Aujourd'hui, on récolte les résultats d'une diplomatie royale qui aujourd'hui il est reconnue au niveau international comme une diplomatie qui est basée sur des éléments très sûrs, très fondés. Et bien sûr, le Maroc, avec la patience, avec la persévérance, il est en train d'agir sur le plan politique, mais il faut le rappeler, il y a également la dimension économique qui est très, très importante. On va parler de cette dimension économique tout à l'heure. C'est vrai que dans ce message, le président Emmanuel Macron fait clairement référence à cette dimension économique des provinces du Sud. On va en parler. Avant cela, professeur Zakaria Abou-Dahab, je reviens vers vous pour parler toujours de ce choix des mots par le locataire de l'Élysée sur ce dossier du Sahara marocain, mais aussi le choix du moment également pour envoyer cette lettre à Sa Majesté le roi Mohamed VI, cette commémoration des 25 ans de règne de Sa Majesté. C'est important, cela donne du poids, une solennité aussi de la volonté de la France d'accompagner le Maroc sur le dossier du Sahara marocain. Je pense, Madame Nadia, qu'il y a une détermination française. Il y a quelque temps, après cette réflexion mûrie, à la suite également d'une analyse du terrain, mais également, vous l'avez si bien dit, en rappelant les termes mêmes de M. Macron, le consensus international. Et nous, en tant que juristes, quand on parle d'un consensus international, nous considérons qu'il s'agit là d'une sorte d'obligation, une opinion juriste, c'est-à-dire un élément fondamental de la coutume internationale qui, à l'article 38 du statut de la Cour internationale de justice, constitue une source fondamentale du droit international. Donc c'est une cristallisation. Alors la France s'adosse à une dynamique mondiale constatée de longue date et en même temps, je voulais également appuyer ce que vous avez dit, la symbolique du 25e anniversaire de l'intronisation de Sa Majesté le roi, et puis nous sommes en plein Jeux olympiques, et quand bien même la France avait connu des élections un peu, comment dirais-je, retentissantes, et quand bien même encore le nouveau gouvernement n'est pas constitué, mais j'ai parlé d'une détermination. Ça veut dire que là, il s'agit d'une position de l'État français. Je voulais quand même le corroborer, le confirmer. Le deuxième aspect, à mon avis, il est sur le plan diplomatique et juridique. Sur le plan diplomatique, donc la France, avec ses partenaires, non seulement européens, mais internationaux et au-delà, devrait investir cette démarche, cette approche, en vue de faire pousser encore davantage les lignes, on va dire, finalement déverrouiller les verrous restants,
et aller vers la résolution définitive de ce conflit. Ce sera encore une dernière bataille ciblée sur le plan diplomatique. Et deuxièmement, cette fois-ci sur le plan juridique. Vous savez, un message émanant d'un chef d'État constitue également un acte unilatéral qui produit des effets de droit. Ça veut dire il peut créer de nouvelles obligations, il peut engendrer de nouveaux droits, il peut modifier des droits existants, etc. Ça veut dire il crée des effets juridiques. Parmi les effets juridiques, on va dire que l'ONU va prendre acte et note de cette reconnaissance française, à l'image de celle états-unienne en décembre 2020, et que donc l'État français devrait communiquer cette reconnaissance à tous les partenaires européens et autres sur le plan juridique pour que cette position française soit opposable aux autres. Et là, on va dire, je vais reprendre ce que les juristes disent après la décision de Barton Traction en 1970, ça va être une reconnaissance erga omnes, ça veut dire opposable à tous. Il faut donc ne pas sous-estimer la position française. Elle est extrêmement importante, mais je voudrais quand même dire une chose importante. C'est vrai, cela est dû à la détermination du Maroc, à la sacralité de la question du Sahara, pour nous tous, Marocains, mais également à cette vérité rappelée par Sa Majesté le Roi, il y a 2 années à peine, en août 2022, quand il avait dit que c'est la question du Sahara qui constitue les lunettes ou l'aune à travers laquelle le Maroc entrevoit les partenariats. Moi, je crois qu'il s'agit là également d'une détermination marocaine qui a porté ses fruits. Évidemment, si vous permettez, Madame Nadia, on peut déjà anticiper les réactions, on peut déjà anticiper octobre 2024 à travers des scénarios, etc., la position de la Chine, de la Russie, du Royaume-Uni notamment, mais déjà, il y a aujourd'hui, à mon avis, une assise assez solide marocaine au niveau du Conseil de sécurité qui lui permettra après d'aller dans un autre cycle, si vous voulez, pour clore à jamais ce dossier, ce conflit artificiel. Et il faut également que les Algériens se résignent à la réalité et à la vérité et admettent leur erreur historique et engagent un dialogue constructif avec le Maroc de ce point de vue. Nous allons prendre la direction de Paris à présent, où nous attend le président de l'IPSE, Emmanuel Dupuis. Bonjour. Bonjour. Alors, dans cette lettre, Emmanuel Macron, le président français, donc envoie un message clair à Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Quelle lecture pouvez-vous faire de cette lettre adressée au souverain? Et peut-on parler d'une rupture historique de la France concernant la position du Sahara marocain? Alors, c'est une décision historique qui advient tardivement, mais elle advient quand même, donc il faut s'en réjouir. Néanmoins, je serais un petit peu plus mesuré. Premièrement, le président Emmanuel Macron fait cette déclaration attendue dans la pire position géopolitique dans laquelle il pouvait la faire. C'est un président affaibli, qui n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale, pour lequel il n'y a eu aucune concertation avec toutes les forces politiques françaises. Souvenez-vous du précédent en avril 2022, où le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, avait fait exactement la même chose, où il avait été récusé par les Cortes, où une majorité des parlementaires n'était pas d'accord avec sa position. Donc il faudra voir quelle va être désormais la position de toutes les forces politiques françaises par rapport à cette décision. Le président Emmanuel Macron est ce président de la République, donc cette lettre nous engage la diplomatie française, encore faudra-t-il l'appliquer. Et quelle pourra être cette application selon les positions de celui qui va incarner la diplomatie française et exécuter l'action du gouvernement, c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères et le Premier ministre. Cela aussi aura son importance. La position française advient très tardivement, elle advient symboliquement à l'occasion des 25 ans du règne de Mohamed VI, donc c'est une façon de clore la séquence en dents de scie depuis juillet 2021, dans lequel la France, après l'Allemagne et l'Espagne, ont eu des difficultés diplomatiques, disons-le ainsi, avec le Maroc. Mais encore une fois, comme ça a été dit par votre précédent intervenant, ce n'est que le début du processus. Il est bien précisé dans la lettre que la décision française participe d'une volonté que désormais la décision soit prise au niveau d'une concertation politique dans le cadre de toutes les résolutions onusiennes. Ça veut dire que les autres parties prenantes doivent prendre acte de cette décision. Or, tel n'est toujours pas le cas de la Mauritanie sous la présidence du président Al-Ghazouani, président en exercice de l'Union africaine, qui se trouve désormais dans une position un peu particulière, l'Union africaine étant la seule organisation dans laquelle il y a encore débat.
même si, évidemment, une large majorité des pays africains qui la composent ne soutiennent plus la soi-disant République arabe sahraouie démocratique. Ensuite, l'Algérie, parce que ça fait partie le cadre de dialogue, au moins c'est comme ça dans les 4 dernières résolutions onusiennes, comme quoi il y a 4 parties prenantes qui doivent s'asseoir autour d'une table. Cela va donc permettre de clarifier la position de ceux qui récusent l'idée que l'autonomie soit la solution, que l'autonomie sous souveraineté marocaine soit la solution, telle que la France n'a jamais cessé vraiment de le porter, puisqu'elle était à l'initiative déjà de la résolution onusienne en avril 2007. Elle prend tardivement le pli d'autres pays, ça a été dit, l'Espagne, la Belgique, l'Allemagne qui a avancé sur cette position, bien sûr, et les États-Unis aussi. Merci d'avoir répondu à nos questions, Emmanuel Dupuy. Je rappelle que vous êtes président de l'IPSE, l'Institut de prospective de sécurité en Europe. Merci à vous. Dans cette lettre, professeur Komat, le président français se félicite également des efforts du Maroc pour le développement économique et social du Sahara marocain. Il dit clairement qu'il s'engage personnellement à ce que la France accompagne le Maroc dans cette démarche au bénéfice des populations locales. Effectivement, en fait, le premier volet, c'est de se féliciter de ce qui a été fait au niveau du Sahara marocain depuis, en fait, surtout les 10 dernières années. Donc, il y avait un élan de développement, mais ça a été accéléré depuis le discours historique de Sa Majesté en novembre 2015, où il a lancé le plan de développement des régions du sud du Maroc, avec pratiquement une enveloppe de 77 milliards de dirhams, dont une grande partie a été réalisée. Les grands projets aujourd'hui en termes d'infrastructures, en termes de valorisation des ressources minières, en termes d'halieutique, en termes d'agriculture, en termes de tourisme, aujourd'hui la région s'est métamorphosée. Alors bien sûr, il y a un élan aujourd'hui qui continue, d'autant plus que les régions du sud du Maroc, le Sahara marocain, regorgent de potentialités par rapport à des secteurs stratégiques. Aujourd'hui, on parle des énergies renouvelables, on parle de l'hydrogène, on parle de la logistique également, parce que le Sahara marocain il est en train de devenir en fait le lien entre le Maroc et le reste de l'Afrique, mais également une région, en fait, un levier d'intégration économique de l'Afrique. Et donc, il y a un potentiel sur lequel la France, comme d'autres pays, va s'incruster dans l'avenir. Ça, c'est un engagement très fort parce que la dimension économique est fondamentale en termes de relations, bien sûr, internationales. Il y a bien sûr le côté politique, mais il y a également le volet économique. Et donc, certainement, on va s'attendre à une présence renforcée d'entreprises françaises pour accompagner cette dynamique que connaissent les régions du Sud, mais qui vont encore connaître parce que aujourd'hui le Sahara marocain est placé comme le centre de cette dynamique d'intégration, notamment régionale, mais également l'Afrique, avec l'initiative Atlantique Sa Majesté, à travers l'ouverture des pays du Sahel sur l'Atlantique. Donc il y a tout un élan dans lequel certainement la France avec d'autres pays vont s'impliquer.